Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette introduction. Donc, en fait, ce que je vous propose, c'est une réflexion globale hein, sur la question des enjeux de l'eau, dont chacun finalement est malgré tout particulièrement conscient, notamment à travers les différentes compétences et les expertises qui sont les vôtres et vos responsabilités, mais également en tant qu'individu. Individu dans le cadre de la représentation que chacun peut avoir de l'élément eau et finalement comment ça se traduit dans nos pratiques de la vie quotidienne. Telle est finalement la thématique de recherche que j'ai pu déployer et à partir de laquelle, en fait, je mène une réflexion un peu plus globale sur la question des enjeux de l'eau à l'échelle plus générale, euh, tant spatiale que temporelle. Donc, si on parle des perceptions, alors souvent, je demande à chacun de fermer les yeux et de se dire, bah, finalement, quelles sont les perceptions qu'on a de l'eau en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Alors, on va penser à des milieux naturels, à des milieux où on est bien, où on a un rapport sensoriel à l'eau particulièrement agréable, voire désagréable, ou des situations de manque, ou des relations particulières dans le cadre d'un usage spécifique d'une eau ou d'une autre, de la présence ou de l'absence et de la question de la qualité également qui peut se poser. Donc, selon les contextes où on se trouve, nos perceptions individuelles vont évoluer, tout comme les perceptions collectives, qui, notamment à partir de 2022 et 2023, dont on se souvient du contexte spécifique et finalement des événements extrêmes qui se sont manifestés à nous et auxquels on a été directement confrontés sans être derrière notre écran. Donc des problématiques de sécheresse, des problématiques, mais aussi des problématiques d'inondation, des événements spécifiques relatifs aux incendies, relatifs à la question de la distribution et de l'accès à l'eau dans certaines régions françaises, et d'autres complètement avec des contrastes extrêmement importants, d'autres qui ont eu beaucoup trop d'eau. Et qui a pu susciter aussi d'autres pertes agricoles par l'humidification complète des sols, par exemple. Et puis des solutions qui ont été proposées, mises en place et qui font débat et qui créent parfois des conflits particulièrement importants par rapport à la notion même de la valeur que l'on va accorder à l'eau et des formes d'appropriation qui vont se poser et s'exacerber finalement dans un contexte d'incertitude par rapport à la disponibilité de la ressource. Alors quand on parle de l'eau, finalement, de quoi parlons-nous? Pour moi, il est extrêmement important de considérer l'eau dans son ensemble, à travers son cycle hydrologique, dans une logique finalement où la part de l'eau douce est particulièrement faible par rapport à la présence de l'eau sur la planète et encore moins facilement accessible pour répondre aux activités humaines sur Terre. En revanche, on est vraiment dans une logique de cycle avec des échanges et des interactions entre l'atmosphère, la surface et le sous-sol, et dans des dynamiques à la fois saisonnières, mais dont les variabilités sont de plus en plus grandes. Et ça, les différentes présentations qui vous ont été faites lors des précédents webinaires l'ont, je pense, parfaitement illustré et avec des problématiques finalement d'interaction et de mouvement et de dynamique sur des processus d'évaporation, des processus d'infiltration qui sont nécessaires à prendre en considération dans la gestion d'un grand bassin versant, mais aussi à une échelle beaucoup plus locale. euh, pour répondre à certains usages et assurer que les services écosystémiques et la biodiversité soient préservés, car évidemment, l'humain dépend de bon état écologique du milieu dans lequel il se trouve. Mais la question de l'eau, évidemment, est absolument vitale. Sans eau, pas de vie. Excusez-moi de ce truisme. Mais la question qui se pose est de savoir sa répartition. On se rend compte que la dynamique et le cycle est particulièrement vaste et grand. Cependant, la répartition de la ressource
est complètement inégalitaire selon les territoires. Donc même si on peut dire que de façon globale, on aurait assez d'eau pour répondre à l'ensemble des besoins, ça ne peut pas se décliner de façon aussi simple dans des régions où la présence de l'eau n'est pas si importante, alors que dans d'autres, et vous le voyez sur cette représentation, elle est particulièrement abondante. Et cela d'autant plus qu'on est dans un processus d'incertitude et que je vais notamment présenter à travers quelques éléments que vous connaissez évidemment sur les dynamiques d'évolution relatives au dérèglement climatique. Là, j'ai pris les derniers données que j'ai pu trouver sur la question évidemment de cette trajectoire évidente d'augmentation de la température de façon globale. Sachant que là encore, on est dans des logiques qui sont parfois différentes selon les régions et selon les années. Cependant, si la logique globale et qui d'ailleurs répond à la tendance mise en évidence par les travaux du GIEC, on voit bien que cette tendance, eh ben, en France aussi, on la suit, mais avec des grandes variabilités parfois en termes de précipitations notamment entre les différentes années. Et là, on voit bien que si l'année 2022 a eu un réel déficit de l'apport en précipitation et dans certaines régions de façon extrêmement critique par rapport à d'autres. En 2024, la question se pose complètement différemment, même s'il y a encore des zones particulièrement critiques. D'autres sont en situation beaucoup plus avec un trop d'eau qui a là aussi d'autres conséquences sur non seulement l'environnement, le développement des territoires et éventuellement la question de la santé humaine. Donc là, on se retrouve face à des réalités qui sont plus ou moins faciles à identifier. Et là, je reprends une diapositive de collègues qui montre bien les trajectoires par rapport aux différents scénarios d'augmentation de la température et de réalités qui sont observées, notamment la température de l'océan, qui dépasse complètement ce qui avait pu être anticipé, ce qui avait pu être imaginé. Et donc là, on se retrouve dans une réalité qui est que le système euh, s'emballe plus vite que notre capacité à comprendre les dynamiques et voire à anticiper un certain nombre de choses. Donc ces incertitudes, elles portent notamment dans le cadre de l'eau et du changement climatique sur comment prévoir, anticiper les précipitations, la fonte des glaces. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin encore les résultats de Copernicus qui disaient qu'à l'échelle globale, au niveau des différents glaciaires, on avait encore une perte de fonte plus importante que ce que ça devrait être. La problématique du niveau des eaux, les températures qui augmentent, la question des repères de saisonnalité qui ne sont plus du tout les mêmes que ceux qu'on a pu connaître. Et puis, évidemment, des événements extrêmes avec exacerbation de phénomènes d'inondation, de sécheresse, de tornades et surtout l'accumulation de différents phénomènes dans des territoires qui n'étaient pas nécessairement adaptés à un certain nombre de réalités et qui, du coup, se retrouvent dans des situations aux conséquences non négligeables d'un point de vue humain, développement économique hein, et évidemment sur la biodiversité. Aux questions de changement climatique, parfois, ça donne l'impression qu'elle cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque on est dans des dynamiques complètement globales de grande accélération. Et donc, j'aime bien montrer ces schémas qui commencent à dater, mais qui sont quand même complètement d'actualité et qui était un travail qui a permis de mettre en évidence finalement la diversité des paramètres de l'augmentation de la population qui, du coup, crée une augmentation de la demande en
de la demande en eau, d'une urbanisation et je compléterai, avec une littoralisation de plus en plus grande, avec des mégalopoles qui sont de plus en plus importantes, demandeuses de ressources qui ne sont pas toujours situées là où on en a besoin, de création de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins et au développement des territoires, et qui, par la force des choses, a un certain nombre d'impacts sur, on le sait bien, l'augmentation de la température, mais aussi l'évolution des paysages, avec une occupation des sols de plus en plus grande, une dégradation de la biodiversité liée à des pressions anthropiques et pas seulement climatiques, et donc un certain nombre de conséquences qui sont absolument nécessaires à prendre en considération dans une approche globale et systémique, et qui se déclinent de façon extrêmement singulière selon les contextes, qu'ils soient liés à une temporalité spécifique, mais aussi à une région éventuellement, ou à une structure, à un développement d'un territoire, par exemple. On verra bien que dans l'Hexagone, les régions ne réagissent pas de la même manière. Si on va au-delà dans les Outre-mer, on voit bien là aussi qu'on est dans des contextes extrêmement singuliers qui sont confrontés à des problématiques spécifiques. Donc finalement, les enjeux liés au climat et dans le domaine de l'eau portent sur la compréhension des socio-hydrosystèmes qui sont directement impactés par ces changements globaux, donc associés à la croissance démographique, à l'accélération finalement des dynamiques, des modes d'échange, de communication, et parfois des situations géopolitiques non négligeables quant à des équilibres ou des déséquilibres par rapport à l'accès aux ressources notamment. Donc on voit bien que le cycle de l'eau peut être complètement perturbé, contrairement à ce à quoi on avait l'habitude, et qui vient à travers l'évolution et les variabilités de température, de pluviométrie, avoir des impacts sur les débits, sur la qualité des sols, qu'ils soient secs ou artificialisés, liés aussi à des activités spécifiques, et puis avec des variations, comme je l'évoquais, qui sont plus toujours faciles à anticiper. Les événements extrêmes sont de plus en plus importants, avec des tendances, notamment sur l'endroit où c'était sec, et bien on est de plus en plus sec, où là c'était humide, c'est de plus en plus humide d'une certaine façon. Et donc euh, on est dans des variabilités de situations propres à chacun des territoires. Et là où la biodiversité, les écosystèmes réagissent de façon différente en s'adaptant, en déployant des stratégies par de la migration de certaines espèces, ou par le développement de différentes résistances pour continuer à vivre et à s'adapter quand il y a, par exemple, une chaleur trop importante, ou éventuellement des problèmes d'érosion ou de survie, par rapport aussi à des cycles du vivant, dans la mesure où, bien souvent, il a été montré en fait que certaines espèces, le cycle de reproduction était adossé aussi à l'apparition des nouvelles plantations, et pas plantations, enfin de la régénération et de l'herbe qui va pousser, par exemple, ou bien de la nourriture disponible pour se développer. On est aussi sur des logiques qui viennent déstructurer les écosystèmes, avec du coup des invasions biologiques, ou la destruction des habitats liés par exemple à de la déforestation en faveur de nouvelles activités, et qui a des conséquences évidentes sur la biodiversité, les équilibres, et qui peut avoir aussi des problématiques, susciter des problématiques au niveau de l'habitat sauvage et de l'habitat domestique d'espèces animales, par exemple, qui viennent là aussi dans des zones qui n'étaient pas les leurs, et où il peut y avoir un certain nombre de transmissions de nouvelles maladies, où les questions de santé ne sont pas négligeables à prendre en considération, et on en a eu quelques exemples récemment.
Donc, évidemment, les socio-hydrosystèmes sont complètement impactés aussi en termes de santé et de sécurité. La disponibilité de l'eau et sa raréfaction dans un certain nombre de situations crée des pénuries qui ont des incidences directes sur le vivant dans toute sa dimension. Ça va susciter des problématiques d'alimentation sur le développement de l'agriculture notamment. Et puis sur des aspects parfois euh, euh, de problématiques de sécurité également, avec le déplacement de population et de migration, qu'elle soit voulue ou pas d'ailleurs, par rapport à l'accès à l'eau ou à des zones qui sont particulièrement sèches. Et puis, ça va poser évidemment la question du partage de cette ressource et de la nécessité de prendre en considération l'ensemble de ces paramètres dans la gestion de l'eau à toutes les échelles, de la plus globale à la plus locale au sein d'un petit bassin versant. Et cela d'autant plus important que pour développer les territoires, eh bien, les usages nécessitent un certain nombre de volumes d'eau en des qualités particulières et que si on n'est pas dans une logique de partage de la ressource entre les différents usagers, qu'on est dans des systèmes de surexploitation de certains cas de l'eau et d'autres ressources, on va se retrouver dans des situations évidemment de conflit. De la même manière, si tout le monde ne prend pas soin de la qualité de l'eau, éventuellement de limiter les rejets ou de préserver la qualité de l'eau, d'éviter toute pollution, on va se retrouver dans des situations particulièrement critiques et dont on connaît d'ailleurs les conséquences, notamment aujourd'hui quand on voit la dégradation de la qualité des milieux qui est mise en évidence. Notamment à l'échelle par l'Europe et dont on est bien conscient en France. Ce qui est important pour moi de montrer, c'est que finalement, tout est complètement connecté. Donc là, c'est juste un exemple des pressions anthropiques qui sont évidemment aussi liées à des enjeux climatiques, qui montrent l'enchaînement des conséquences de problèmes de déforestation qui va générer de l'érosion des sols, conduire à des ruissellements de sédiments qui vont éventuellement venir faire obstruction dans des cours d'eau, qui évidemment aura des conséquences sur la biodiversité aquatique et sur son développement. Et donc, associant là aussi la question de chaîne trophique qui est complètement bouleversée avec des équilibres ou déséquilibres permanents avec lesquels le vivant doit composer et qui se retrouvent parfois dans des situations où on est dans des limites de relation à la ressource. Et là, euh, je vous présente, enfin, vous connaissez évidemment cette représentation des 9 limites planétaires qui sont à la fois thématiques par rapport à un certain nombre de paramètres environnementaux, mais qui ne peuvent pas être dissociés des enjeux sociaux. Et c'est pour ça que j'y associe évidemment le donut de Kate Raworth pour montrer finalement ces interactions complètes entre les limites de capacité de l'humain à vivre dans des conditions si certains paramètres ne sont plus assurés. Donc avec une limite d'espace pour le bien-être des populations et une limite sur la capacité du milieu à se régénérer ou au contraire à trouver ce point de rupture finalement où les processus de destruction ou d'érosion ou de dégradation des milieux ben, ne permettra plus de revenir à des situations antérieures et donc avec des limites liées à l'activité humaine par rapport aux ressources et de la nécessité de les gérer. Et cela, c'est d'autant plus important
quand on associe notamment les problématiques liées à la croissance urbaine et à la disponibilité de la ressource, où on voit que c'est pas toujours là où on va se développer le plus que la ressource est toujours la plus disponible, et sans compter les incertitudes qui sont particulièrement importantes. Et de la même manière, sur le lien entre les pratiques humaines, notamment liées à la santé et à l'usage de produits pharmaceutiques, dont on voit finalement complètement la chaîne avec le risque de pollution, de non-dégradation des produits pharmaceutiques qui sont dans l'eau et qui vont contaminer l'environnement, la biodiversité qui est associée et qui, par la force des choses, aura une atteinte aussi à l'échelle de la santé humaine, et donc de la nécessité d'envisager aussi et de considérer la préservation de l'environnement euh, en lien avec la préservation de la santé. Évidemment, cela crée aussi des problématiques d'inégalité, d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, il faut savoir que 26% de la population mondiale n'a toujours pas accès à des services d'eau gérés en toute sécurité en 2023. Et la France n'est pas complètement non plus est également concernée par ce genre de situation, et davantage encore à Mayotte, par exemple, ou en Guyane. Mais la question de l'accès à l'eau, en fait, se pose euh, aussi si on va amener et déployer des réseaux pour favoriser l'accès à l'eau pour tous. Eh ben, il faut en parallèle assurer l'assainissement, parce que évacuer les eaux usées est absolument essentiel pour limiter les risques de santé humaine. Et il faut savoir que près de la moitié de la population au niveau international, mondial, n'a pas accès à des services d'assainissement qui soient gérés en toute sécurité. Donc, ce qui pose quand même la question du droit à l'eau et du droit de l'homme euh, par rapport à l'accès à ce service essentiel, et qui ramène aux enjeux de santé et d'hygiène des populations. Et ça correspond aux objectifs de développement durable que là, j'ai resitués par rapport à la problématique du cycle, et dont on voit finalement les interconnexions et les interdépendances qui ne peuvent pas être considérées de façon indépendante, et nécessitent une approche complètement systémique et intégrée dans la façon d'appréhender la gestion de l'eau dans un contexte de changement climatique, et plus largement dans un contexte de changement global, avec des processus d'accélération qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Donc, ça nécessite d'avoir des réponses adaptées, les mieux adaptées en fait possibles, mais selon la singularité des contextes, et à se dire finalement, il n'y a pas une solution, ça se saurait, mais c'est un ensemble de réponses qui doivent être prises en considération. Et là, je propose différents axes et pistes qui sont probablement très évidentes, mais qui peut-être nécessitent une attention particulière, parce que des dispositifs existent pour mettre en place les choses, mais si la réglementation peut jouer un rôle important, son application n'est pas toujours des plus évidentes. Donc, approvisionner en eau les populations, donc ça, c'est un enjeu absolument de sécurité pour chacun des humains, mais aussi donc pour assurer les services essentiels. Mais ça nécessite aussi peut-être une évolution des pratiques et des usages, et de développer et de protéger des infrastructures et des réseaux euh, qui sont particulièrement coûteux, mais qui nécessitent une attention particulière, et qui d'ailleurs peuvent être la cible dans des enjeux de géopolitique assez tendus. Évidemment, protéger les écosystèmes en limitant les empreintes et les pressions anthropiques, et notamment en valorisant les solutions fondées sur la nature, pour favoriser le bon état écologique, limiter les pollutions, restaurer les zones humides, faire évoluer les pratiques agricoles,
Et tout cela en s'appuyant sur un certain nombre de dispositifs, je l'évoquais, qui existent déjà et qui nécessitent peut-être d'être accompagnés différemment pour s'assurer que bah, cela puisse être mis en œuvre dans les meilleures conditions. Euh, il s'agit, il me semble, de peut-être une des pistes serait de d'abord mieux connaître à la fois les besoins de son voisin, de ce qui se passe en aval ou de ce qui se passe en amont, pour être en capacité à mieux partager l'eau, de mieux connaître les territoires et sa capacité à se régénérer en fonction évidemment de la disponibilité de la ressource, mais tout en tenant compte des enjeux liés aux incertitudes, étant donné notre incapacité à dire, ben, finalement, on est sûr qu'on aura tel, tel climat, par exemple, dans X mois, etc. Donc ça nécessite de réenvisager finalement sa relation à l'eau, sa relation à l'environnement et à peut-être aménager les territoires au regard de ces nouvelles réalités qui se présentent à nous et auxquelles on a été complètement confrontés de façon extrêmement brutale avec ces problématiques de sécheresse, ces problèmes d'inondation, d'incendie qui sont chacun en fait bien souvent le cumul d'un certain nombre de paramètres. Euh, qui sont nécessaires à prendre en considération. Des initiatives sont prises de façon extrêmement intéressante et prises à bras-le-corps à l'échelle de certaines municipalités. Et je crois qu'on va en avoir un exemple sur la ville de Rennes, mais qui montre justement un acte politique pour mieux aménager les territoires au regard des situations dans lesquelles nous sommes, mais non seulement pour s'adapter, mais aussi déployer des actions pour atténuer ce processus d'accélération et s'inscrire dans une démarche des plus intégrées et systémiques, favorisant aussi la cohérence des différentes actions et politiques publiques, autant que faire se peut, car c'est dans ces contextes d'approche systémique et intégrée qu'on aura peut-être le plus de chances d'avoir des propositions et des actions qui soient à la fois appropriables par les uns et les autres au regard de ses intérêts individuels, mais surtout collectifs, d'avoir une notion d'équité, d'équitabilité et de viabilité et de durabilité des propositions qui sont faites et s'appuyer sur la science pour mieux connaître et anticiper peut aussi être une des pistes, mais là aussi, on a du travail à faire pour favoriser le partage des connaissances et la co-construction de réponses qui soient les mieux adaptées en fonction des contextes. Ça nécessite aussi au niveau de l'eau et de la prise en considération de l'ensemble de ces événements-là, de nouvelles formes de gouvernance qui notamment avait été évoquée dans le cadre de l'élaboration du plan eau, en tout cas de toutes les réflexions engagées dans l'élaboration en amont des propositions pour comprendre et faire évoluer la diversité des pratiques et leurs spécificités. Elles sont d'ordre différent. Et là, je vous renvoie à la première image que je vous ai donnée quant à la diversité des perceptions que l'on peut avoir de l'eau et des représentations qu'on en a et du coup de l'usage qu'on va en avoir selon le contexte et le point de vue dans lequel on va se positionner, de favoriser des approches plus globales, systémiques et intégrées. On se rend compte que seule la solution technique ne suffit pas. Effectivement, beaucoup d'initiatives sont tout à fait intéressantes. Alors, je pense à la réutilisation des eaux usées, à la réutilisation des eaux de pluie, éventuellement le dessalement de l'eau de mer. Mais je dirais, même si on a beaucoup avancé en termes d'efficience technique, de limitation des coûts que ça représente, on peut avoir une super techno, mais si elle n'est pas appropriable et si elle n'est pas adaptée aux différents usages, ben, on ne pourra pas, ça n'aura aucun effet. Et prendre en considération l'ensemble des conséquences et des impacts de chacune de ces solutions sur le territoire, sur les enjeux économiques, sur les enjeux écologiques et sociaux est particulièrement important
est la condition pour que ça puisse se mettre en place. Et ça nécessite des connaissances partagées et des enjeux de société et de territoire, donc à toutes les échelles, en favorisant des approches complètement intersectorielles, interservices, interdisciplinaires, pour s'inscrire dans une politique publique qui soit évidemment qui relève du choix et de la décision politique, mais qui tienne compte de la diversité des intérêts, qui soit mis au service d'un collectif contrairement aux seuls intérêts individuels. Et on peut s'interroger effectivement sur comment choisir et comment reconnaître ou valoriser le fait que tout vivant dépend de la qualité de son écosystème et que la surconsommation ou la surexploitation des ressources aura probablement une limite un jour ou l'autre. Donc autant agir maintenant, c'est encore possible pour faire évoluer les choses et dans le domaine de l'eau, inverser notre façon d'appréhender l'eau, non plus comme une ressource complètement disponible, accessible à tout moment et pour n'importe quelle condition, mais la considérer comme un commun et se mettre au service de l'eau, c'est-à-dire envisager ses usages et ses pratiques au regard de la disponibilité, de la renouvelabilité, de la qualité de l'eau et non plus l'inverse. Et c'est ce que nous essayons de faire, notamment dans le cadre du programme national de recherche One Water au bien commun, qui, à travers ces différents défis scientifiques et en partenariat avec différents acteurs, cherche à mieux comprendre et innover pour favoriser une gestion qui soit viable, équitable et durable de l'eau, en s'appuyant évidemment sur les dispositifs et les systèmes de gouvernance qui existent, mais en les faisant évoluer. On a la chance d'avoir eu la loi 64 sur l'eau qui a favorisé une gestion de l'eau par bassin en créant des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, des comités locaux de l'eau avec une représentation de la diversité des usagers. Mais le contexte et la réalité à laquelle nous sommes confrontés nécessitent de les faire évoluer et de transformer progressivement nos pratiques et modes de faire dans un mode de communication, de dialogue et d'interaction pour partager cette ressource qui est si précieuse. Et les événements de trop-plein ou de manque mettent en évidence davantage encore l'importance des valeurs de l'eau. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai utilisé le temps que j'avais et je vous remercie. Merci beaucoup, Agathe, pour cette présentation et cette mise en perspective hein, qui nous aide vraiment à bien comprendre la manière où l'eau est partout et on en dépend absolument. Merci beaucoup aussi d'avoir terminé sur la présentation du PEPR. Ça aurait été ma première question, sinon. Alors, nous avons quelques questions. Alors, elles sont assez systémiques. Donc, je ne sais pas combien de questions on va pouvoir en prendre parce que chacune pourrait faire l'objet d'un long développement. Donc, deux questions de Vanessa Vec. Alors, j'espère que j'écorche pas votre nom de famille. Posé dans le Q&R. Convient-il également d'interroger nos relations, attachement à certaines activités lorsque le sujet des modalités du partage sont abordés et comment procéder? Et une autre question, l'enjeu n'est-il pas d'interroger les finalités d'usage de l'os avant d'avancer des modalités techniques quant à son usage? Merci. Merci, je bafoue. Alors, effectivement, je pense que les enjeux de partage de l'eau sont absolument essentiels. Et pour moi, tout le travail qui est réalisé dans les comités locaux de l'eau est particulièrement important en mettant autour de la table la diversité des acteurs et d'un territoire avec des problématiques très spécifiques et concrètes. Et donc, réfléchir ensemble à la meilleure façon de partager la ressource et éviter des formes d'appropriation
qui serait au bénéfice de certains et pas des autres, me paraît vraiment, vraiment important. Alors, c'est ce qui est fait dans certaines, il me semble, enfin, c'est un souci qui est partagé dans un certain nombre de comités. Et pour autant, et je pense que l'exemple de Rennes sera montré aussi en lien avec ça. Je pense aussi à ce qui est fait à l'échelle de la métropole de Lyon, avec une dynamique extrêmement intéressante de prise en considération des enjeux à la fois climatiques, des enjeux urbains, de bien-être des populations, sans pour autant être dans une, enfin, tout en conservant finalement le déploiement et la valorisation de la métropole et de tous ces enjeux. Et ça joue à travers le développement, notamment de solutions fondées sur la nature, avec pour préserver des îlots de chaleur, des plantations d'arbres dans les rues, donc avec un verdissement, de la récupération des eaux pluviales par juste un aménagement qui permet non pas un écoulement direct, mais au contraire une imprégnation dans les sols. Donc des petites actions. Peut-être encore trop petite, mais en tout cas une dynamique extrêmement intéressante. Donc là, c'est un petit exemple, mais qui se déploie dans d'autres contextes et avec ce souci euh, de partager la ressource et de valoriser par la réhabilitation de la fonctionnalité de la nature des moyens finalement de peut-être atténuer les pressions anthropiques sur cette ressource. Et cependant, pour continuer, il me semble que ça ne suffit pas de partager l'eau, mais il faut aussi faire évoluer nos pratiques. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme avant. Et donc là, c'est chacun dans ce qu'il est et euh, en tant qu'individu et à travers sa fonction en tant que citoyen, en plus de éventuellement sa responsabilité en termes professionnels, qu'on doit agir. Merci beaucoup. Alors du coup, une autre question, vous avez commencé à y répondre, et peut-être juste, pardon, Vanessa, pour aussi compléter votre question, sachez que justement, bah, comme le disait Agathe, la présentation que fera Ludovic Brossard vous apportera une illustration de ce que cela peut être sur le terrain. Et la présentation du CEREMA et de l'outil Strato, c'est aussi un outil et une démarche qui permet justement de réfléchir à la problématique de la répartition en eau au sein d'un territoire, entre partenaires. Donc restez avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Je prends la question de Quentin Maitret de l'UNEP, donc du PNUE. Bonjour, concernant l'aménagement, l'hydrologie régénérative et le lien avec l'eau verte, alors peut-être que vous pourrez nous donner une définition de ce qu'est l'eau verte, devient de plus en plus connu. Quel avis avez-vous concernant le principe d'hydrologie régénérative? Et enfin, quel avis avez-vous sur la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, désimperméabilisation, renaturation, végétalisation comme solution d'adaptation? Vous avez déjà commencé à y répondre. Mais je crois que la réponse est déjà donnée dans la deuxième partie de la question. C'est-à-dire que si on favorise les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire que à la fois on s'appuie sur la capacité de la nature en lui donnant la place euh, euh, la nature est en capacité d'absorber un certain nombre de choses de par sa fonctionnalité. Et donc, on est dans cette logique aussi de réaffecter à la nature la première fonction qu'elle a en lui donnant sa place et peut-être en lui redonnant une nouvelle place par rapport à celle qu'on a éventuellement considérée en amont. Et donc, ça veut dire aussi que quand on parle de l'eau verte, en fait, c'est l'eau qui est contenue dans les végétaux et dans les sols. Euh, Quand on parle donc ça veut dire que par les solutions fondées sur la nature, c'est aussi s'assurer que l'eau puisse bien pénétrer les sols et être au service du développement de la végétation et du vivant.
qui aura, par la force des choses, des conséquences sur le bon état, le bien-être dans la ville, avec des dimensions de rafraîchissement, avec des dimensions etc. Par rapport à l'eau verte, et je dirais donc la question de l'eau régénérative, c'est une nouvelle terminologie, on va dire, qui est à la mode, mais qui en fait n'est rien plus que ce que la nature fait déjà, d'une certaine façon, et que peut-être que ça peut être un moyen de revaloriser cette fonctionnalité de la nature. Mais commençons peut-être par mettre en place des dispositifs qui le permettent, avant même de mettre en place des grands discours ou des théories. Mais disons que que ça pourrait être un levier tout à fait positif pour réhabiliter les fonctionnalités du vivant dans le milieu. Voilà, je dis ça de façon un peu euh, peut-être ironique, mais vous aurez compris ce que je veux dire. Euh, En revanche, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est de voir qu'il y a une redécouverte du cycle de l'eau et à toutes les échelles, et à la fois pour le vivant et à la fois à l'échelle plus globale. Et que appuyons-nous là-dessus pour faire évoluer nos pratiques par cette nouvelle prise de conscience de la vulnérabilité de certains territoires, hein, par rapport à la présence de certaines ressources ou son absence, la question de la renouvelabilité des milieux par rapport à ces différents aspects. Écoutez, merci beaucoup Agathe. On n'a pas encore pu prendre, on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais on arrive à la fin du temps imparti. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez éventuellement y répondre directement dans le chat ou bien renvoyer vers des ressources. Il y a des questions qui sont plus liées à des problématiques de climatologie, de décalage dans le temps entre les perturbations observées sur le cycle de l'eau et ce qu'on a pu attendre en termes de prévision. Des questions également sur la prise en compte, mais peut-être que Monsieur Brossard y reviendra dessus, sur les problématiques de l'eau dans les PLU et les SCOT. Euh, pour cette question en particulier, je renvoie également à un outil qui a été développé par l'agence Seine-Normandie Turbo. Donc j'ai mis le lien qui peut être très utile et qui est vraiment didactique. Voilà, il y a encore une ou deux questions. Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas. Nous allons, et encore un grand merci. Et à tous ceux qui se posaient la question, les présentations seront partagées avec vous et le webinaire sera disponible également en replay. Merci beaucoup Agathe de nous avoir consacré ce temps aujourd'hui pour cette présentation extrêmement intéressante des enjeux et on a envie d'en savoir plus. Donc aussi, si vous avez des ressources à nous conseiller, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour approfondir cette question. Merci beaucoup.